Bien. On peut donc commencer. Oui, oui, professeur. Très bien. Bonjour à tous. Merci pour cette occasion qu'on a ce matin pour parler d'un véritable problème de santé publique. Le thème, c'est bien les accidents vasculaires cérébraux, parce qu'on verra tout à l'heure qu'il y en a plusieurs. Et c'est un peu limite d'en parler en 1h30, 2 heures. C'est pour ça que je me suis permis de faire des choix. Euh, Si jamais il y a des questions qui ne sont pas abordées, et comme on a l'habitude de faire dans ce réseau, on pourra toujours échanger. Les objectifs que j'ai choisis pour conduire cette présentation, c'est premièrement de définir les différents types d'AVC. Deuxièmement, de décrire une épidémiologie comparée des AVC en tenant compte des pays développés, des pays sous-développés. Troisièmement, diagnostiquer un accident vasculaire cérébral et enfin décrire les principes de la prise en charge d'un AVC. Pour cela, on va partir d'une introduction, aborder dans un premier temps les généralités, ensuite les signes, qui nous permettront de poser les bases du diagnostic que nous aborderons après. Et ensuite, ce sera la prise en charge. Et avant de conclure, nous ferons les complications. En introduction, l'accident vasculaire cérébral, A pour accident, V pour vasculaire, C pour cérébral, est un déficit neurologique soudain d'origine vasculaire cérébrale présumée. On comprend donc que le problème peut être d'ordre artériel ou d'ordre veineux. C'est pour ça qu'on peut euh, subdiviser les AVC, on va dire, en trois grandes catégories. Les deux premières catégories sont liées au fait que le problème touche une artère. Soit cette artère est obstruée ou soit elle s'est éclatée. Si l'artère cérébrale s'est obstruée, on va parler d'ischémie cérébrale artérielle et il peut s'agir d'un accident ischémique transitoire. On comprend bien que l'obstruction en ce moment est transitoire, mais au contraire, ça peut être constitué, c'est-à-dire que l'obstruction dure un temps de telle sorte qu'il y a eu un infarctus cérébral constitué. C'est donc les cas où il y a une obstruction de l'artère artérielle. A contrario, il peut y avoir un éclatement d'une artère et donc une suffusion du sang au sein du parenchyme cérébral. Ce sont les hémorragies cérébrales. Cette rupture peut concerner une artère au sein même du parenchyme, d'hémorragie cérébrale intraparenchymenteuse, mais d'autres fois, ce sont des artères qui se trouvent dans l'espace sous-méningé, les espaces méningés, notamment au niveau de l'espace sous-arachnoïdien. Donc, cela fait le deuxième groupe lorsque ce sont les artères qui sont touchées. Et il y a un autre type d'AVC qui concerne par contre les veines qui se trouvent au niveau cérébral. On les appelle les thromboses veineuses cérébrales. On verra tout à l'heure, elles sont plus rares. C'est pour ça qu'on n'en parle pas souvent, mais elles font partie bel et bien des AVC. Donc, ce schéma, juste pour vous montrer que bien, on a à la fois des artères et des veines qui vont se jeter dans des grosses veines qu'on appelle les sinus veineux au niveau cérébral. Et donc, chaque fois qu'il y a eu un problème, qu'il y a un problème soit au niveau d'une veine ou au niveau d'une artère, au niveau cérébral, il va y avoir donc un arrêt brutal de la circulation sanguine et ceci va occasionner un AVC. Ainsi défini, les AVC présentent un triple intérêt. On en parle parce que sur le plan épidémiologique, c'est vraiment
un enjeu de santé publique. Pascaline le rappelait tout à l'heure, les chiffres, c'est une affection qui est très fréquente. Et quand on prend les pays de la sous-région, Togo, Bénin, Sénégal, Côte d'Ivoire, j'en passe, c'est la première cause d'hospitalisation, de handicap et de décès dans les services de neurologie. Nous avons juste des chiffres hospitaliers, on n'a pas beaucoup de chiffres en population. L'intérêt aussi diagnostique et thérapeutique, parce que c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Plus tôt on agit, mieux c'est. Parce que aussi, l'AVC est grevé d'une morbimortalité importante, ce qui est encore plus prononcé dans nos pays. Donc, on comprend bien que c'est un sujet d'intérêt. On va passer au premier chapitre qui concerne les généralités. Ces généralités nous permettront donc de mieux comprendre ce qui va suivre par après. Alors, l'un des objectifs de cette présentation, c'est qu'on puisse comparer l'épidémiologie dans les pays dits développés et dans nos contrées. En général, on estime qu'il y a plus de 150 000 patients victimes d'AVC par an dans les pays dits développés. Tous les âges sont touchés, mais plus chez les patients qui ont un âge au-delà de 65 ans. C'est pratiquement 75% des cas. Et ce qui fait que l'âge moyen de survenue d'un AVC dans ces milieux, c'est autour de 73 ans. Et les différents types d'AVC, globalement, les ischémies cérébrales représentent 80%, tandis que les hémorragies, un peu moins de 20%, et les thromboses veineuses sont rares. Qu'en est-il dans nos pays? Je prends l'exemple du Togo. L'incidence, on estime que pour 100 000 habitants, à Lomé, la capitale, par an, on va avoir 80 cas de nouveaux AVC. Et quand vous allez dans les services de neurologie, vous avez à peu près 80-90% des hospitalisations dues à des AVC. Et on se rend compte que nos patients sont beaucoup plus jeunes que dans les pays dits développés. Et donc, cela représente un poids pour la famille. Les hommes sont plus touchés. Et une autre particularité, c'est que les infarctus cérébraux comptent pour 55 à 60%, et il y a une part importante d'hémorragie cérébrale, autour de 40 à 45%, contre à peu près 20% dans les pays dits développés. Or, on sait que les hémorragies cérébrales sont plus mortelles en règle générale. Et le troisième groupe qui concerne les thrombophlébis cérébrales, dans notre milieu, elles sont aussi rares. Tout le monde peut faire un AVC, mais il y a certains patients qui sont plus à risque que d'autres. Ces patients présentent donc des conditions qui augmentent le risque des AVC. C'est les facteurs de risque cardiovasculaire. On les distingue en non modifiables et en modifiables. Non modifiables parce qu'aucune action ne peut modifier ces facteurs. C'est l'âge corrélé au sexe, un sujet de sexe masculin de plus de 50 ans court plus de risques de faire un AVC. Et le risque est aussi élevé lorsque on a dans sa famille quelqu'un qui a déjà présenté un AVC. Et fort heureusement, il y a d'autres facteurs qui sont modifiables parce qu'on peut espérer réduire le risque d'AVC en agissant sur ces facteurs. Et c'est sur ces facteurs de risque modifiables qu'il faudra insister dans le cadre de la prévention des AVC. Parmi ces facteurs de risque, je commence par ce qui est marqué en plus puissants, les plus fréquents, c'est l'hypertension artérielle et le diabète. À eux deux seuls, on a la majorité des patients qui présentent un AVC. En dehors, on a d'autres facteurs, l'obésité, la sédentarité, le tabagisme actif,
Les contraceptifs oraux, les gynécologues n'aiment pas trop qu'on en parle, mais c'est la réalité. Vous avez la dyslipidémie ou l'hypercholestérolémie et aussi l'infection chronique, par exemple l'infection à VIH. Mais une fois encore, tous ces facteurs n'ont pas le même poids. Les plus puissants, c'est l'hypertension artérielle et le diabète, ce qui veut dire que quelqu'un qui a une hypertension artérielle court plus de risques que quelqu'un qui est obèse ou quelqu'un qui prend des contraceptifs oraux. Le risque est accru lorsqu'il y a une association de ces différents facteurs. En dehors des risques, il y a des causes bien identifiées. Et quand on se met dans le cadre des AVC qui touchent les artères, notamment au niveau des, 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 du groupe des AVC ischémiques, tout ce qui peut altérer la paroi de l'artère peut provoquer un AVC ischémique. En premier lieu, c'est l'artériosclérose, surtout chez le sujet âgé. Chez le sujet jeune, on va parler de la dissection. Et en dehors des artères, tout ce qui peut envoyer un caillot du cœur peut entraîner une ischémie cérébrale puisque ce caillot peut aller obstruer cérébrale. C'est le cas des cardiopathies emboligènes avec au premier rang l'arythmie cardiaque par fibrillation atriale. Il y a aussi des cas d'AVC dus à l'hyperviscosité sanguine. C'est ce qui justifie la majorité des cas d'AVC chez les enfants. Vous avez compris, c'est la drépanocytose, mais vous avez aussi la polyglobulie. Il y a d'autres causes beaucoup plus rares, notamment la déshydratation, qui peut faire qu'il va y avoir une baisse de la volémie et donc une hypoperfusion, ce qui va entraîner donc une ischémie cérébrale. De l'autre côté, les causes des AVC hémorragiques, en premier, c'est l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est une cause directe de l'AVC hémorragique. On a aussi la rupture de malformation vasculaire, c'est des artères qui sont mal formées du point de vue constitutionnel, et puis ça se rompt rapidement. L'alcool est cité aussi comme une cause par plusieurs mécanismes, dont la perturbation de la coagulation, des facteurs de la coagulation, mais ça peut entraîner aussi une fragilisation des artères qui peuvent se rompre facilement. Dans notre milieu, on peut avoir aussi des envenimations qui peuvent entraîner des AVC hémorragiques. Ça, c'est une particularité dans nos pays. Lorsque c'est une hémorragie méningée ou hémorragie sous-arachnoïdienne, c'est souvent une rupture d'anévrisme. Ces causes donc vont entraîner les AVC et la physiopathologie dépend du type d'AVC. Tout à l'heure, on corrigeait pour dire qu'il y a des AVC et non un AVC. Donc, c'est mieux de parler des AVC justement parce que la physiopathologie est variée. On va prendre l'exemple des AVC ischémiques. On a dit que c'est une obstruction d'une artère. Et lorsqu'il y a une obstruction de l'artère, le parenchyme n'est plus perfusé comme cela se doit. On voit à droite, vous voyez, à 1 minute, on n'a pratiquement pas de zone qui souffre de façon considérable. Mais à 15 minutes, on voit apparaître une petite zone rouge qui est déjà détruite de façon irréversible. Et plus on avance, on voit que la zone rouge augmente de taille. Ça veut dire que toute cette zone du cerveau ne va plus pouvoir assumer la fonction qui lui est dédiée. Et donc, cela se fait de façon chronologique. C'est l'une des raisons pour lesquelles on insiste là-dessus
les AVC constituent une urgence diagnostique et thérapeutique. Quand on prend l'exemple de l'AVC hémorragique, il est matérialisé en rouge du sang qui fait irruption sur votre côté gauche, voyez, du sang qui fait irruption dans le parenchyme cérébral parce qu'il y a une artère qui s'est rompue. Cela va entraîner une dilacération du parenchyme ou de la zone où il y a du sang. Et donc, il va y avoir un dysfonctionnement de cette partie. Ça peut entraîner une contamination au sein du ventricule et le fait qu'il y ait du sang dans le ventricule, il va y avoir des taux de résorption du liquide cérébrospinal et cela va s'accompagner d'une accumulation de ce liquide cérébrospinal dans les ventricules et donc une hydrocéphalie. Il peut y avoir, du fait qu'il y a eu une augmentation de la pression au sein de la boîte crânienne, des signes d'hypertension intracrânienne. Pour la thrombose veineuse cérébrale, c'est un peu comme dans les thromboses veineuses des membres. Il faut habituellement une association des facteurs qui touchent la paroi de la veine, par exemple une infection de voisinage, associé à des facteurs d'hypercoagulabilité, par exemple dans le cas de la thrombophilie ou encore dans le cas des grossesses ou du postpartum. Associé à ça, il peut y avoir aussi le facteur d'une stase veineuse par exemple par le biais d'une comprime la veine. Cette triade de facteurs qu'on dit de Virchow va entraîner l'activation des facteurs de coagulation, d'où la formation de caillots dans les veines ou dans les sinus, ne pas confondre avec les sinus de la face. Ceci va entraîner un œdème veineux, plus tard un emphysémie cérébral et d'un autre côté, un obstacle à l'écoulement du liquide cérébrospinal. Et ceci va expliquer le déficit neurologique, voire des crises épileptiques ou le syndrome d'hypertension intracrânienne, qui va expliquer donc les signes qu'on va avoir dans la thrombose veineuse cérébrale. Les signes donc peuvent être classés en signes cliniques, on va dire d'ordre général. C'est que la plupart du temps, ça va s'installer de façon brutale. Brutale, ça veut dire en 1-2 minutes, vont s'installer. Et comme vous le savez, le cerveau ou l'encéphale a plusieurs compartiments et chaque compartiment ou chaque zone a une fonction bien spécifique. Par exemple, il y a la zone du langage, la zone qui contrôle la motricité de l'hémicorps droit, la zone qui contrôle la motricité de l'hémicorps gauche. Et donc, en fonction de là où se trouve le problème, les signes vont être variés, mais ils vont avoir comme caractéristique le fait d'être focalisés. Focalisés, c'est-à-dire que ça traduit que la zone qui est touchée est un foyer, est limitée. Les signes, en général, donc, ça va être les signes d'hypertension intracrânienne, notamment les céphalées, vomissements, pouvant aller même jusqu'au coma, voire des crises épileptiques. Lorsqu'il y a une rupture de l'artère dans l'espace méningé, on va avoir un syndrome méningé. Et tout à l'heure, on l'a dit, on va avoir un déficit focalisé qui est fonction de la zone de l'encéphale qui est touchée. Comme déficit focalisé, ça peut être donc moteur si les structures qui sont impliquées assument la motricité. Mais parfois, il peut s'agir simplement des troubles du langage. Par exemple, si c'est la zone qui commande l'expression du langage, le patient va avoir une aphasie d'expression. Il comprendra ce que vous lui dites, mais il ne pourra pas s'exprimer. C'est ce qu'on appelle l'aphasie de Broca. D'autres fois, c'est la zone qui assume la compréhension du langage qui est touchée, c'est l'aphasie de Wernicke. Et la personne ne comprend pas ce que vous dites, mais elle est capable de s'exprimer. Et ça arrive souvent, surtout si ce n'est pas associé à des
symptômes moteurs, ces patients sont adressés en psychiatrie. Et donc, c'est par après que on raisonne à c'est survenu de façon brutale chez un patient qui a des facteurs de risque et donc on rectifie le diagnostic. Ça peut être aussi juste des troubles visuels parce que, pour rappel, la zone occipitale ou le lobe occipital intervient dans la vision. Donc, si l'AVC ne touche que le lobe occipital, les troubles, ce seront des troubles visuels. Ce patient n'aura pas des troubles moteurs. Il peut s'agir aussi simplement des troubles sensitifs, quelqu'un qui a des paresthésies, des sensations non douloureuses, à type d'engourdissement, de fourmillement ou de picotement, d'un hémicorps par exemple, ça peut être juste la traduction d'un AVC. Il faudra peut-être insister là-dessus. Il ne faut pas s'attendre à une hémiplégie avant de parler d'un AVC. À partir du moment où il y a un déficit neurologique qui survient de façon brutale, qui est une paralysie motrice ou pas, il faut évoquer un accident vasculaire cérébral. Ceci est beaucoup plus vrai pour ce qui concerne les artères. Il y a des particularités pour les thromboses veineuses cérébrales où pratiquement on a comme premier signe des céphalées qui vont avoir plutôt une mode d'installation variable. Habituellement, c'est quelques jours. Ce n'est pas aussi brutal que dans les AVC artériels, mais ça peut s'installer en moins de 48 heures dans à peu près dans 25% des cas. Donc, ce sont les céphalées qui sont les signes plutôt habituels dans les thromboses veineuses cérébrales. Les déficits focaux peuvent exister. On peut avoir aussi des troubles cérébelleux, mais véritablement, c'est les céphalées qui sont les premiers signes. Ce sont ces signes qui vont nous permettre d'établir le diagnostic des AVC et on va se baser sur un faisceau d'arguments. D'abord, la clinique. On l'a dit, c'est l'installation brutale qui est évocatrice d'un AVC, surtout si le patient présente des facteurs de risque cardiovasculaire. Je rappelle, les facteurs de risque cardiovasculaire, ça ne veut pas dire que forcément on va avoir un AVC si on en a, mais cela augmente. Et donc, si un patient vous arrive avec une symptomatologie d'installation brutale et qu'il a encore des facteurs de risque, il faudra penser à l'AVC, surtout si le déficit est un déficit neurologique qui oriente vers une zone de l'encéphale. Deuxième élément important, c'est l'imagerie cérébrale. On ne peut pas faire le diagnostic d'AVC sans l'imagerie cérébrale. Et donc, ça peut être au mieux une IRM cérébrale ou alors, à défaut, un scanner qui est tout aussi sensible, notamment pour les hémorragies que par rapport à l'IRM, mais beaucoup moins sensible pour les ischémies cérébrales, puisqu'on peut avoir un scanner cérébral tout à fait normal dans les premières heures qui suivent un accident vasculaire cérébral ischémique. Les autres examens paracliniques nous orientent vers l'étiologie. Donc, on a dit que ça peut provenir du cœur. On va faire l'électrocardiogramme, notamment la recherche de la fibrillation, l'arythmie complète par fibrillation atriale, l'écho-doppler cardiaque pour rechercher d'autres cardiopathies embolicènes et la biologie aussi pour retrouver d'autres causes. Nous sommes dans un pays à ressources limitées. Ce ne sont pas toutes les zones qui sont pourvues d'un scanner cérébral. Des fois, on va s'orienter rien que sur la base de la clinique. C'est vraiment quand on n'a pas les moyens qu'il faut. En ce moment, on va évoquer un AVC lorsqu'on a devant un déficit neurologique focal d'apparition brutale
c'est-à-dire que les signes sont apparus en moins de 2 minutes. Il peut s'agir d'un AVC transitoire. Habituellement, c'est un déficit qui dure moins d'une heure et euh, ultérieurement, l'imagerie cérébrale sera normale. Mais il peut s'agir aussi d'un AVC persistant. Et lorsque c'est persistant, il peut s'agir d'un infarctus. On va évoquer l'infarctus beaucoup plus qu'une hémorragie lorsque le déficit semble respecter ce qu'on appelle un territoire artériel. C'est-à-dire qu'il y a des clichés, il y a un certain nombre de signes. Quand vous les avez, vous pensez que c'est une artère là, spécifique de l'encéphale qui est obstruée. Et on sait aussi, par contre, qu'en faveur de l'hémorragie, si vous avez un syndrome méningé, des signes d'hypertension intracrânienne qui sont importants au premier plan. Par exemple, un patient qui rentre tout de suite dans le coma, ça fait beaucoup plus évoquer une hémorragie qu'un infarctus. Mais une fois encore, c'est vraiment quand vous êtes obligé de prendre une décision alors que vous n'avez pas l'imagerie cérébrale, parce que l'imagerie cérébrale est fondamentale dans le diagnostic de l'AVC. Et cette imagerie cérébrale a d'abord pour rôle de confirmer qu'il s'agit bien d'un AVC, en sachant qu'il peut être tout à fait normal dans le cas des AIT ou dans la période précoce des AVC ischémiques constitués. Cela nous précise aussi le type d'AVC. On reconnaîtra très facilement l'hémorragie d'une ischémie et ça leur permet une orientation thérapeutique en fonction des éléments ou des lésions. Dire ce patient relève, par exemple, de soins intensifs plus rapprochés ou pas, ou alors il peut rester en salle de surveillance habituelle, en sachant que, de principe, tout ce qui est AVC est considéré comme une urgence, quelle que soit la taille de la lésion. On nous donne aussi les éléments de pronostic. Je le disais tantôt, c'est l'IRM qui est plus indiqué, surtout pour les ischémies, où dès les premières minutes, on peut avoir une lésion, ce qui n'est pas le cas du scanner cérébral. Mais c'est ce scanner cérébral que nous réalisons d'habitude parce que c'est facilement accessible, c'est plus accessible et ça coûte beaucoup moins cher. Au Togo, vous pouvez avoir le scanner cérébral sans injection dans le public autour de 25 500, 30 000 francs CFA, alors que l'IRM, c'est autour de 80 000 francs CFA. Et donc, le scanner cérébral ou la tomodensitométrie cérébrale, qui est l'examen qu'on utilise comme imagerie cérébrale. Et sur ce cliché, vous voyez en A, la flèche pointe une zone noire, donc hypodense, que vous comparez facilement au côté contralatéral. Donc, cela signe une ischémie. Sur la figure B, c'est plutôt une hyperdensité spontanée. On l'a dit tout à l'heure, c'est un scanner sans injection de couche de contraste. Et c'est ça qui nous signe du sang, et donc une hémorragie intraparenchymateuse. Sur la figure C, tout en bas, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il y a une hypodensité sous forme de triangle. Ça veut dire qu'il y a un caillot qui obstrue le sinus longitudinal supérieur. C'est un cas de thrombose veineuse cérébrale. Nous parlions dans les hémorragies qu'on peut avoir une hémorragie sous-arachnoïdienne. C'est le cas à votre gauche. Vous voyez que le sang, c'est dans l'espace sous-arachnoïdien, c'est-à-dire on les appelle les espaces leptoméningés. Le sang n'est pas aussi franc que sur le cliché de droite. Vous voyez clairement qu'il y a
c'est confluent, c'est plus ou moins homogène et c'est intraparenchymenteux. C'est juste pour vous faire la différence entre l'hémorragie sous-arachnoïdienne et l'hémorragie intraparenchymenteuse. Lorsque vous posez le diagnostic, ce qui va suivre, c'est justement la prise en charge. Et il y a des principes de cette prise en charge qu'il ne faut pas oublier. L'AVC justifie une hospitalisation en urgence. On ne peut pas s'occuper d'un AVC dans un cabinet. Ce n'est pas recommandé. Je suis neurologue, j'interviens dans certaines cliniques comme vacation, mais quand il s'agit d'un AVC, je l'oriente vers les structures qui sont dédiées. Et ces structures, on les appelle les unités neurovasculaires, on verra ça tout à l'heure. Donc, je disais, l'AVC justifie une hospitalisation en urgence, premièrement pour confirmer qu'il s'agit bien d'un AVC par une imagerie cérébrale, pour débuter au plus tôt la prise en charge thérapeutique et effectuer le bilan étiologique. Dans cette seule condition que nous pouvons améliorer le pronostic immédiat, c'est-à-dire éviter, en tout cas limiter le risque de décès, mais également le pronostic ultérieur, c'est-à-dire fonctionnel, parce que tous ces pronostics dépendent de la rapidité, de la qualité de la prise en charge. Donc, on dirait en matière d'AVC que time is brain. Vous l'avez montré tout à l'heure quand on a vu la zone d'ischémie qui s'étendait au fil des heures. C'est tellement compris dans certains pays qu'il va y avoir une organisation d'une filière dite d'AVC. Alors, comment ça fonctionne? D'abord, on explique à la famille, aux populations qu'il y a des signes d'alerte. C'est très simple. On dit, si vous assistez à un malaise ou vous-même vous avez un malaise, vous allez faire réaliser 3 tests. Vous demandez à la personne de sourire. Si la personne sourit et que vous voyez qu'il y a une asymétrie de la face, ça veut dire qu'il y a un problème. Vous demandez à la personne de soulever un membre supérieur. Vous voyez que vous soulevez les 2 membres supérieurs. Vous voyez que d'un côté, un membre ne se soulève pas autant que l'autre, c'est qu'il y a un problème. Troisième, si vous demandez à la personne de parler, la personne a des difficultés pour parler, il y a un problème. Tous ces signes sont des signes fréquents d'AVC, donc vont vous alerter qu'il y a probablement un AVC. Vous appelez un numéro vert et au bout du fil, il y a un médecin qui vous pose des questions supplémentaires pour voir si vraiment ça oriente vers un AVC. Et dès que la suspicion, je ne dis pas que l'AVC est confirmé, mais dès que la suspicion d'AVC est confirmée, on envoie un moyen de transport le plus rapidement possible pour faire admettre ce patient dans une unité neurovasculaire où on va avoir une prise en charge rapide et efficace. Mais pour l'instant, nous ne disposons pas de cette filière bien organisée dans nos pays la plupart du temps. Donc, le principe de l'unité neurovasculaire, c'est habituellement des lits de soins intensifs avec un personnel spécialisé, c'est-à-dire habitué à la prise en charge des AVC. C'est très important. On ne va pas mélanger les AVC, par exemple, à des cas de méningite ou de paludisme. C'est vraiment des lits dédiés ou des unités dédiées et qui permettent d'avoir en urgence et en parallèle à la fois une prise en charge diagnostique et une prise en charge thérapeutique. Et c'est ça qui va permettre de réduire la mortalité post-AVC. Et cette UNV est justifiée pour tous les types d'AVC, quel que soit l'âge et le sexe des patients et quelle que soit la sévérité clinique. J'insiste là-dessus, même les cas d'AIT, on a dit que le déficit est transitoire, nécessite une hospitalisation en unité neurovasculaire parce que les AIT peuvent être des signes d'alerte pour un AVC qui va être constitué. Dans cette UNV, il y a des mesures générales
qui inclut le positionnement initial. On sait par exemple que lorsque c'est un AVC hémorragique, la tête va être à 30 degrés, alors que lorsque c'est un AVC ischémique, la tête va être à plat. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il y a des mesures qu'on prend pour améliorer le pronostic. On fait une surveillance rapprochée systématiquement. On fait un test de déglutition avant de commencer le PEROS. La surveillance rapprochée comporte la mesure de la pression artérielle, en sachant qu'à la phase aiguë d'un AVC, les objectifs de la prise en charge ou de l'abaissement des chiffres tensionnels ne sont pas les mêmes, selon qu'on est devant un infarctus cérébral ou devant une hémorragie. Donc, à la phase aiguë d'un infarctus cérébral, on admet la pression artérielle jusqu'à 220 sur 120 mm de mercure, vous avez bien entendu. On accepte une pression élevée parce que lorsqu'il y a une obstruction de l'artère, il y a une zone qui est ischémiée, mais tout autour de cette zone, il y a une zone qui est déjà en souffrance hypoperfusée. Si vous baissez la pression artérielle, cette zone qui est hypoperfusée va être davantage hypoperfusée et risque d'aller au stade d'ischémie. Ce n'est pas le cas pour l'hémorragie où il faut baisser de façon rapide l'hypertension artérielle. Ici, donc, on va viser un objectif de la tension artérielle inférieure à 140 sur 90 mm de mercure. Parce que justement, dans le cas des hémorragies, cela va faire que le couple plaquettaire la brèche va encore s'ouvrir et il va y avoir beaucoup plus de sang. La fréquence cardiaque est surveillée dans le cadre de cette surveillance rapprochée, justement pour détecter les arythmies, notamment complète par fibrillation atriale. Les autres mesures, c'est pour préserver le cerveau. On va lutter contre la température. Dès que la température est supérieure à 38 degrés, on va mettre un antipyrétique. On va s'assurer qu'il n'y a pas d'hypoxie, d'hypercapnie, d'hypo ou d'hyperglycémie. Ceci préserve le cerveau de ce qu'on appelle des agressions secondaires d'origine systémique. Alors, il y a un principe aussi, à la phase aiguë, on préfère le sérum physiologique et au sérum glucosé et on fait une prévention des troubles métaboliques. Il y a d'autres mesures d'ordre général. Les macromolécules, on les utilise lorsqu'il y a un œdème cérébral. On peut être amené à faire une craniotomie décompressive. Le traitement antiépileptique préventif n'est pas systématique. Et il faut savoir qu'en matière d'AVC, la prise en charge neurochirurgicale est rare. C'est le cas d'un infarctus cérébral dit malin où pratiquement c'est un hémisphère cérébral qui est pris par cette ischémie avec son œdème. Et donc, on va faire un volet au niveau cérébral pour laisser de la place. Et cela va permettre d'améliorer le pronostic vital, mais pas le pronostic fonctionnel. On a recours aussi souvent à la chirurgie lorsqu'il y a un AVC de la fosse postérieure, parce que la zone est tellement petite qu'une augmentation de la pression peut être délétère. Voici donc une craniectomie décompressive pour un infarctus malin. Je le répète, cela améliore le pronostic vital, mais pas le pronostic fonctionnel. Pour le traitement spécifique dans les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, le but, c'est lorsque c'est constitué, cet accident vasculaire cérébral est constitué, le but, c'est de la recanalisation artérielle urgente. Et pour cela, on dispose des moyens, des fibrinolytiques par voie intraveineuse. C'est l'exemple de l'altéplase. Mais parfois, c'est par voie mécanique qu'on va aller faire une thrombectomie, c'est-à-dire une ablation du caillot. Voilà un exemple de la thrombectomie. On vous envoie un cathéter par l'artère fémorale et on a accès à l'artère qui est obstruée. Avec un cathéter, on va désobstruer à gauche
vous voyez en A à gauche, vous voyez que là, il y a la petite flèche, il y a la tête qui est obstruée, donc le produit de contraste ne peut pas remonter, mais quand c'est désobstrué sur la figure C, vous voyez qu'il y a plus d'artères qui est visible. C'est une technique qui est ancienne, mais dont on ne dispose pas dans de nombreux pays africains. En Côte d'Ivoire, il y a un collègue. Au Togo, nous avons un collègue qui va rentrer dans les mois prochains qui a appris donc à le faire. J'ai parlé de l'alteplase, c'est un médicament mis en place depuis 1996 dans les AVC ischémiques, mais cela coûte cher. C'est à peu près 1 million de francs CFA et donc ce n'est pas couramment utilisé. Lorsqu'on prend en charge un AVC ischémique, y compris les AIT, il faut prévenir une récidive et éventuellement une complication de décubitus si c'est un AVC handicapant. Et les moyens, c'est souvent les antithrombotiques. À la phase aiguë, on utilise de l'aspirine. Lorsque les moyens de recanalisation ne sont pas disponibles, mais si ce sont les moyens de recanalisation qui sont disponibles, on les utilise des 4h30 à 8h de temps après l'AVC, d'où justement l'organisation d'une filière d'AVC pour avoir le plus tôt le patient en unité neurovasculaire. Autrement, s'il n'y a pas ces moyens de recanalisation, on va utiliser donc de l'aspirine, 160 à 300 mg par jour, parfois du clopidogrel ou dans d'autres cas, l'association aspirine-clopidogrel. L'héparine est utilisée à la dose isocoagulante dans le cadre d'une prévention thromboembolique. Pour ce qui est de l'hémorragie cérébrale, c'est simplement lorsqu'il y a des causes identifiées, par exemple, lorsque l'hémorragie survient dans un contexte de prise d'AVK, les anticoagulants, les antivitamines K, on va faire une correction. Lorsqu'il s'agit d'une hémorragie sous-arachnoïdienne, il y a une complication qu'on appelle le vasospasme artériel qui est réflexe. On va utiliser la nimodipine. Pour ce qui est des thromboses veineuses cérébrales, le traitement est basé sur l'anticoagulation. On utilise donc des anticoagulants à dose, on va dire, curative, même s'il y a des complications hémorragiques, c'est l'une des exceptions. On va insister sur l'éradication du facteur favorisant. Il peut s'agir par exemple d'un arrêt de contraception œstroprogestative. On va faire un traitement symptomatique, les antiepileptiques s'il y a crise. Souvent, ce sont les patientes en période de postpartum ou en période de grossesse qui présente cette thrombose veineuse cérébrale. C'est bien de traiter, c'est encore mieux de prévenir. Et cela passe par la prévention d'abord primaire, c'est la prise en charge des facteurs de risque d'AVC et c'est là où tout le monde doit intervenir. Nous avons dit que dans la majorité des cas, c'est l'hypertension artérielle. On est convaincu que le jour où on arrivera à contrôler l'hypertension artérielle dans nos populations, on va réduire de façon drastique l'incidence des AVC. Parce que au CHU Campus, par exemple, à Lomé, 90% des patients qui arrivent pour AVC ont une hypertension artérielle. Et dans la population, on sait qu'environ 30% de la population 15 à 65 ans victimes d'hypertension artérielle et 30% justement s'ignorent, ce qui fait que les gens arrivent dans des situations de complications, dont donc les AVC. Et c'est un message qu'on doit faire passer dans notre entourage. Dans notre entourage, l'hypertension artérielle doit être traitée convenablement. Et quand on a un patient qui est hypertendu, il ne faut pas rater l'occasion de revenir là-dessus à chaque consultation.
Le traitement doit être pris tous les jours et de façon continuelle. Il faut insister aussi sur le sevrage tabagique, la lutte contre l'hypercholestérolémie, un traitement diabétique, antidiabétique, l'alcoolisme, les contraceptifs. Il faut savoir les choisir. Ceux qui sont à risque, on ne va pas privilégier les œstroprogestatifs. Il y en a d'autres qu'on peut utiliser. L'obésité, les syndromes, il faut privilégier, il faut promouvoir les activités physiques régulières. Et puis, il y a un facteur qu'on sous-estime souvent, c'est le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Des patients qui ronflent beaucoup et qui, à un moment donné, au cours du sommeil, ont une apnée avant que la respiration ne reprenne. Au cours de ces syndromes d'apnée du sommeil, on a des événements cardiovasculaires qui peuvent donc prédisposer à la survenue des AVC. Il faut donc les dépister, poser la question chez les patients, surtout qui ont déjà une hypertension artérielle, diabète, s'il n'y a pas de ronflement dans la nuit, et surtout quand ils sont obèses. Il faut aussi qu'on apprenne aux patients, à leur entourage, les signes d'AVC de manière à ce que, lorsque ça survient, il y ait une prise en charge rapide. Parfois, malgré cette prévention, on peut avoir l'AVC, donc il faut faire une prévention secondaire. Dans le cas des infarctus cérébraux, c'est toujours la prise en charge des facteurs de risque d'AVC. Le pilier de cette prévention secondaire pour éviter donc la récidive des AVC, c'est les antithrombotiques qu'on va utiliser selon l'origine des AVC. Quand il s'agit de l'artériosclérose, on va utiliser l'antiagrégant plaquettaire, mais quand il s'agit d'une cardiopathie embologienne, par exemple, ça va être des anticoagulants et ce traitement est à vie. Il y a des cas particuliers dans le cas de la drépanocytose, les antiagrégants plaquettaires ne marchent pas. On va avoir recours à des médicaments comme Hydrea, c'est de l'hydroxyurée. Des fois, quand il y a une sténose de l'artère carotide, on va faire une endartérectomie pour qu'on libère la lumière de la carotide pour qu'elle ne soit pas obstruée. Pour les hémorragies cérébrales, c'est toujours la même chose, l'hypertension artérielle. Il faut arriver à sensibiliser les patients pour le dépistage, mais surtout pour le traitement efficace de l'hypertension artérielle. Le traitement chirurgical, lorsqu'il y a une malformation vasculaire qui est objectivée, la correction d'un trouble de la coagulation, si cela existe, ou il y a des cas un peu rares où c'est des cas d'hémorragie qui surviennent chez un patient qui prend des anticoagulants. Donc, il faudra peser le pour et le contre d'une réintroduction des AVC. Cette prise en charge permettra de limiter les complications parce que ces complications dramatiques à la phase aiguë, quand on considère la létalité des AVC, le cas du Togo, en cours d'hospitalisation, on a un taux global de 27%, ce qui est encore plus important pour les hémorragies cérébrales où ça va jusqu'à 48%. Pour les infarctus cérébraux, c'est de l'ordre de 15%. La mortalité à 1 an, ça passe à 45%. Et on sait que lorsque le patient arrive tout de suite avec une hypertension artérielle importante ou un coma d'emblée, cela est prédictif de décès. La phase aiguë passée, on va avoir des séquelles qu'on peut améliorer par la rééducation. J'en ai pas parlé spécifiquement ici, mais il y a tout un programme de rééducation lorsqu'il y a un déficit. Et malgré cela, on peut toujours avoir des séquelles. Et on sait que 76% des patients qui sont victimes d'AVC vont garder des séquelles. Les séquelles peuvent être motrices, mais il y a aussi des séquelles que nous ne voyons pas. C'est des séquelles neuropsychologiques, c'est la dépression, l'anxiété.
parfois une détérioration cognitive, ce qui représente vraiment un fardeau pour le patient, mais aussi pour son entourage. D'où vraiment l'importance d'insister sur la prévention. Ceci est d'autant plus important que même lorsqu'on a une prise en charge en UNV, on peut avoir des séquelles malheureusement qui peuvent toucher tout le monde. Et on ne cessera de le dire. Les AVC, c'est fréquent, c'est handicapant et c'est mortel. Et donc, je terminerai par là. Il faut insister sur la prévention avant tout. En résumé, il faut traiter tous les facteurs de risque, éviter de fumer. Pour le vin, on peut avoir jusqu'à un verre de vin par jour chez la femme, 2 verres chez l'homme. Il faut surveiller son poids et garder un indice de masse corporelle inférieur à 25 kg par mètre carré, manger des fruits, légumes, poissons, céréales, mais pas trop de gras. Et dans notre contexte, insister sur des régimes hyposodés. Il faut avoir une activité physique régulière, surveiller et abaisser sa pression autour de 120 sur 80 mm de mercure. Et dernier élément, c'est utiliser à bon escient les antithrombotiques. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre entière disposition pour questions, les commentaires et éventuellement les ajouts. Merci. Merci beaucoup, professeur. Regarde que time is brain. Donc, le temps, c'est le cerveau. Et donc, devant une atteinte cérébrale, perte du temps, c'est également perte des neurones. Et tout le monde sait que les neurones ne se régénèrent pas. Donc, du coup, le temps, c'est vraiment le cerveau. Merci vraiment pour ce cours vraiment intéressant. Nous allons passer à la deuxième partie, qui est la partie des questions-réponses. Donc, si vous aviez des questions à poser, des cas cliniques à partager, tout ce que vous avez envie de dire par rapport à ce cours, vous aurez la parole. Il suffit de lever la main et je vous accorderai la parole. Monsieur Boubacar Dial, vous avez levé votre main. Bonjour. Merci de vous présenter et de poser Bonjour, votre Madame question. Pascal. Bonjour. Bonjour. Euh, tous mes remerciements au professeur pour la qualité de la présentation, ainsi qu'à l'équipe REMA. J'ai une question, puis une suggestion. Vous me recevez? Oui, absolument. Donc, j'ai rectifié d'abord, je suis médecin pédiatre en République du Congo. Ma question est la suivante. Selon le mode d'installation des AVC ischémiques et hémorragiques, vous avez parlé du respect de la chronologie des territoires atteints qui concerne l'AVC ischémique. Et à l'inverse, c'est le contraire concernant l'AVC hémorragique. Est-ce que nous pouvons avoir quelques exemples de part et d'autre sur le respect des territoires, de la chronologie des territoires atteints, et puis également du côté de l'AVC hémorragique? Quelques exemples de signes de mode d'installation. Merci beaucoup. Oui, docteur. L'autre, c'est une suggestion. Vous avez parlé, la suggestion est la suivante. C'est vrai, nous avons des déficits des examens paracliniques, notamment l'IRM. Vous avez parlé, nous pouvons demander la TDM cérébrale avec toutes ses limites à la première heure, première minute d'installation. Mais est-ce qu'il ne serait pas, n'est pas souhaitable également d'ajouter TDM cérébral avec injection? Ça peut avoir un intérêt avec injection de produits de contraste. Merci, c'était ça mes inquiétudes. Merci, docteur Bakadian. Avec la permission du professeur, nous allons continuer à recevoir ceux qui ont la main levée. Après une série de 5 professeurs, on va vous donner la parole. Si cela vous convient, veuillez me le confirmer pour que je continue. Merci. Donc, on va recevoir docteur Arounon et je vais bien demander à docteur Bakadian de supprimer sa levée de main. Docteur Arounon, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole accordée. Je remercie vraiment l'enseignant pour la brillante
exposition. C'est très intéressant. Bon, ma première question, c'est de savoir par quel mécanisme est-ce que les, les victimes d'AVC arrivent parfois à récupérer de leur déficit neurologique, surtout moteur. Parce que, étant donné que les lésions sont irréversibles, parfois j'entends quand même dire que telle ou telle personne a fait un AVC, mais a pu récupérer de façon intégrale. Et même si c'est pas de façon intégrale, parfois ce n'est pas aussi remarquable dans la vie courante de constater que telle ou telle personne que je côtoie a réellement fait un AVC et a gardé des séquelles neurologiques motrices. La deuxième question, c'est de savoir par rapport et est-ce un enfant peut faire, c'est-à-dire une personne, surtout les enfants âgés de 0 à 15 ans, bon, pas de 0, je pense que 0 c'est exagéré, peut-être disons 5 à 15 ans, est-ce que c'est possible d'avoir un AVC dans leur rang? Et la troisième question, c'est par rapport à la prise en charge. Et effectivement, dans les pays d'Afrique, la prise en charge n'est pas très bien coordonnée, si je peux le dire ainsi. Et dans certaines circonstances, on se demande à quelle spécialité il revient vraiment de prendre en charge correctement les cas d'AVC. Dans notre contexte béninois, je vois par exemple des cas d'AVC qui sont hospitalisés en service de cardiologie, certains qui sont hospitalisés en service de neurologie. Donc, je me pose la question de savoir qui doit réellement prendre les cas d'AVC. Et si tel est le cas, ben, si on doit, voilà, privilégier un service ou bien est-ce qu'on doit procéder au cas par cas selon peut-être les facteurs de risque. Donc, voilà mes questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Arounon. Nous allons rapidement donner la parole à docteur Moussa Senoussi. Merci de vous présenter, de poser votre préoccupation. Docteur Arounon, merci de fermer votre micro et de supprimer votre levée de main. Docteur Moussa, vous avez la parole. Merci de m'avoir accordé la parole. Moi, c'est Moussa Senoussi, j'interviens depuis le Tchad. Et nous remercions le professeur pour sa présentation. C'était tellement détaillé. Mes préoccupations sont les suivantes. D'abord, dans le facteur risque, comment est-ce que on pourra expliquer qu'une infection chronique telle que le VIH peut être un facteur de risque pour l'AVC? Ça, c'est ma première préoccupation. Et en ce qui concerne l'hypertension artérielle, dans les causes des AVC, nous avons vu en tête l'hypertension artérielle en cas d'AVC hémorragique. Sinon, ici au Tchad, tous les patients qui ont un AVC, chez qui on a pu déjà poser le diagnostic d'un AVC, quand on recherche dans les antécédents ou dans les facteurs risques, ils ont toujours une hypertension. D'ailleurs, même au moment même du diagnostic, quand les signes sont là, ils ont toujours une tension artérielle qui sont élevées. Bien sûr, chez les patients chez qui on a diagnostiqué un AVC ischémique, et plus rarement on diagnostique l'AVC hémorragique dans nos contrées, mais c'est l'AVC ischémique qui vient toujours avec l'hypertension artérielle. Donc, comment est-ce qu'on pourra expliquer ça? Parce que l'hypertension artérielle, nous voyons que c'est la première cause dans le cadre d'AVC hémorragique. Et les autres préoccupations sont en rapport avec la prise en charge. Dans notre contexte, il est rare de poser le diagnostic d'un AVC avant le 6 heures. C'est totalement, même si le patient arrive à l'hôpital avec les signes à la première heure, le temps de faire un scanner et poser un diagnostic de certitude d'un AVC déjà 72 heures au minimum. Parce que la plupart de la population est diminuée. La 80% des patients qui viennent à l'hôpital n'ont pas les moyens pour réaliser un scanner. Le coût de scanner chez nous, nous rappelons que c'est à 70 000 francs dans les institutions publiques même de l'État, c'est à 70 000. Si on demande cet examen, le temps qu'ils vont se concerter et faire cet scanner, on est déjà à 3-4 jours. On n'a jamais eu à faire une prise en charge précoce de l'AVC. Étant donné que maintenant le diagnostic est retardé, quelle serait la prise en charge après 72 heures? C'est un patient qui a présenté un AVC ischémique, bien sûr, après 72 heures. Est-ce qu'il y a un bénéfice maintenant de faire aussi un traitement? Si oui, quel bénéfice qu'on va s'attendre à ça aussi?
Il est toujours dans le même ordre. Il est sous. Et là, le scanner, ça ne se fait que dans la capitale. Maintenant, n'en parlons pas dans des régions qui sont vraiment éloignées. Quand on est médecin généraliste dans les provinces, il n'y a pas de scanner. Soit on va évacuer le patient vers la capitale. Là, certains sont à 1000 km, 2000 km pour arriver, c'est déjà 48 heures. Qu'est-ce qu'on va faire si on n'a pas un scanner? Quelle est la prise en charge si on n'a pas vraiment la possibilité de faire un scanner? Comment il faut prendre en charge aussi ces patients? Merci. Merci beaucoup, docteur Moussa. Je ne vois plus de main levée, mais quand même dans la messagerie, il y a quelques questions. Et la première question, c'était les complications de l'AVC hémorragique. La deuxième question, c'est y a-t-il des avantages à associer l'aspirine au clopidogrel dans le traitement des AVC ischémiques? Euh, que pensez-vous de la prévention des AVC par la prise journalière d'aspirine? Je vais vous prier de bien vouloir lever la main parce que ça fait beaucoup. Quelle est la place des antioxydants et des vitamines neurotropes dans la prise en charge de l'AVC? Quand faut-il débuter la kinésithérapie chez un patient ayant un AVC avec un antécédent d'hypertension artérielle? Pour les patients qui s'ignorent hypertendus après un AVC, comment savoir avec cette certitude que c'est un patient hypertendu? Voilà un peu les questions que j'ai en attente. Professeur, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Pascaline. Je suis très heureux de l'intérêt que les uns et les autres ont porté à cette communication et je me rends compte que c'est vraiment des personnes de terrain vu les questions qu'ils... Alors, je commence par la première question concernant la distinction à faire entre l'AVC ischémique et l'AVC hémorragique, des exemples en termes de territoire. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que lorsque vous avez un déficit et que ce déficit peut être lié à une zone dont l'irrigation dépend que d'une seule artère, vous pensez beaucoup plus à un AVC ischémique parce que quand c'est un AVC hémorragique, quand l'artère se rompt, le sang diffuse, mais pas que dans le territoire de cette artère-là. Je donne un exemple. Dans l'AVC ischémique, quand il y a une artère qu'on appelle l'artère civienne, qui a une branche superficielle, cette branche superficielle va irriguer qui intervient dans le langage. Donc, si le patient vient avec que des signes des troubles du langage et qu'il n'y a pas d'autres signes qui soient associés, je peux penser que c'est seulement l'artère là qui est concernée. Et si c'est cette artère qui est concernée, ça ne peut qu'être un AVC ischémique. Mais s'il vient avec des troubles de langage, avec d'autres signes qui dépendent d'un territoire, mais ce territoire n'est pas irrigué par une seule artère, donc je peux penser que, bon, ce n'est pas une seule artère qui est obstruée, mais que c'est plutôt ça s'est éclaté. C'est pour ça que les signes débordent le territoire de l'artère. C'est vraiment des astuces pour vraiment pallier au cas où on n'a pas d'imagerie cérébrale, mais on ne peut pas dire que c'est aussi simple que ça. Je peux vous assurer que même en tant que spécialiste, on se trompe des fois. C'est-à-dire que vous voyez le patient, vous pensez que c'est tel type d'AVC au vu de la symptomatologie, parce que vous avez des signes cantonnés dans le territoire d'une artère précise, mais au finish, quand vous faites le scanner, c'est plutôt le contraire. Alors, la suggestion par rapport à la TDM injectée, alors, pourquoi on fait une TDM non injectée? Je vous avais montré tout à l'heure, quand vous faites un scanner cérébral, le signe déterminant pour l'AVC hémorragique, c'est une hyperdensité spontanée. Si vous injectez tout de suite, vous ne savez pas si c'est le produit de contraste ou bien c'est le sang, puisque et le produit de contraste et le sang, ça apparaît en hyperdensité.
on peut avoir recours à la TDM injectée pour retrouver la cause, par exemple, d'un AVC hémorragique. Mais il faut toujours avoir une TDM sans injection. Alors, quel est c'est Dr Aruna, mécanisme de récupération après un AVC? C'est la plasticité cérébrale. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'il y a plusieurs voies pour arriver chez vous, par exemple. Mais vous avez pris l'habitude d'utiliser une seule voie et vous avez développé cette voie-là. Le jour où cette voie n'est plus praticable, vous essayez de trouver d'autres voies qui existaient, mais comme vous ne passez pas par ces voies-là, elles ne sont pas aussi développées que la voie principale. C'est donc avec la rééducation qu'on va essayer de réveiller ces voies-là. C'est ça qui permet une certaine récupération. Et certains patients, ça peut être une récupération totale. Ça dépend de l'étendue de l'AVC et de plusieurs autres facteurs, notamment la qualité et la rapidité de la prise en charge. Oui, un enfant, même 0 jour, peut avoir un AVC parce que les causes sont variées. Je vous donnais l'exemple de la drépanocytose. Donc, un enfant peut avoir un AVC. On a des cas d'AVC chez les enfants. Et je donne aussi l'exemple des malformations. Un enfant qui naît avec une malformation peut déjà à la naissance avoir une rupture de cette malformation et peut malheureusement avoir un AVC. D'ailleurs, il y a des enfants qu'on retrouve avec des séquelles. Des fois, on pense que c'est des accouchements qui se font de façon compliquée. Mais quand on leur fait un scanner bien des années après, on voit qu'il y a une systématisation dans un territoire artériel et il pourrait bien s'agir des AVC. Je poursuis avec une question de la pratique béninoise pour savoir de quelle spécialité ressortent donc les patients victimes d'AVC. Donc, je vais dire que c'est beaucoup plus les neurologues qui s'occupent de ça. Bon, mais je sais que dans certains pays comme l'Allemagne, les cardiologues peuvent s'en occuper. C'est le cerveau, c'est les vaisseaux au niveau du cerveau. Les cardiologues, les neurologues peuvent s'en occuper, mais par exemple, à Lomé, en tout cas au Togo, c'est les neurologues qui s'en occupent. Pourvu que les gens s'en occupent correctement. Docteur Moussa, les facteurs de risque, comment on peut expliquer l'implication de l'infection en VIH? C'est que l'infection en VIH entraîne toute une panoplie de réactions inflammatoires et cette inflammation peut toucher les artères, donc entraîner une artérite. Cette artérite peut être donc la cause d'un accident vasculaire cérébral, notamment ischémique, mais parfois hémorragique, parce que l'artérite va faire que la paroi de l'artère va être fragilisée et peut avoir un éclatement ou une rupture de cette paroi très facilement. Je ne crois pas avoir très bien compris la question concernant l'hypertension artérielle et l'AVC ischémique, mais peut-être je vais répondre ainsi. L'hypertension artérielle n'est pas une cause de l'AVC. C'est un facteur de risque. Je m'explique. L'hypertension artérielle, comme le diabète et la dyslipidémie, vont entraîner ou favoriser l'artérosclérose. C'est cette artérosclérose qui est la cause directe de l'AVC ischémique. Par contre, dans l'AVC hémorragique, c'est la rupture d'une artère qui était sous la pression, on va dire la pression de l'hypertension artérielle, et donc qui se fragilise et qui va donc se rompre facilement. On parle de microanévrisme parce qu'il y a une déformation de la paroi artérielle
sous l'effet de la pression artérielle. C'est ce qui fait que l'hypertension artérielle est directement une cause de l'AVC hémorragique, mais elle n'est pas une cause directe, c'est un facteur de risque de l'artériosclérose. C'est l'artériosclérose qui est plutôt la cause de l'AVC ischémique. Je partage totalement cette inquiétude par rapport au délai de prise en charge des patients, les difficultés de prise en charge. Malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Il faut s'organiser et malheureusement, ça ne dépend pas que de nous, personnel médical. Il faut des décisions politiques pour pouvoir régler ce problème. Donc, au Togo, par exemple, il y a quelques années, effectivement, le scanner coûtait 70 000 francs, mais au jour d'aujourd'hui, on est arrivé à faire le scanner à 25 000 francs, de telle sorte que la plupart des patients qui arrivent pour AVC arrivent à honorer le scanner cérébral. Mais je suis tout à fait conscient que ce n'est pas le cas, par exemple, je donne l'exemple d'Atakpamé, où moi-même j'exerce depuis quelques mois. On n'a pas encore le scanner cérébral, donc c'est difficile. Or, je vous l'ai dit, on ne peut pas prendre en charge convenablement l'AVC sans le scanner cérébral. Alors, les complications des AVC hémorragiques, d'abord, la complication redoutable, c'est le décès, parce qu'il y a du sang dans le parenchyme cérébral. Et s'il y a du sang, c'est que ça va avoir une dilacération. Le parenchyme ne peut plus assumer son rôle et la conséquence va être liée à l'étendue de la lésion et aussi au niveau, au siège de la lésion. Je prends l'exemple d'une hémorragie, même si elle n'est pas très étendue, mais ça se trouve au niveau du tronc cérébral, comme il y a des voies qui assurent par exemple, l'éveil à ce niveau, donc le patient va rentrer facilement dans le coma. Donc, il y a le décès, les séquelles, il y a les séquelles motrices, mais aussi il y a les séquelles neuropsychologiques. Oui, il y a un avantage à associer le clopidogrel à l'aspirine dans certains cas. Il y a des études qui ont prouvé que cela limite le risque de récidive d'AVC, mais en même temps, il y a un risque de saignement. Donc, la plupart du temps, c'est fait sur un temps limité, habituellement sur 21 jours, parfois sur 7 jours simplement, et après, on reprend avec un seul anti-agrégant plaquettaire. Que penser de la prévention primaire des AVC par la prise systématique de l'aspirine? Je dirais que c'est mitigé. Dans notre pratique, on ne le conseille pas trop parce que, je vous ai dit, on observe relativement beaucoup plus d'AVC hémorragiques et on sait qu'il peut y avoir des AVC hémorragiques sous de faibles doses d'anti-agrégants plaquettaires. Dans notre pratique, ce n'est pas quelque chose que nous préconisons. Mais il y a des études qui ont suggéré que ça pourrait être bénéfique. Les antioxydants, ça n'a pas été validé. On pense qu'on les appelle les neuroprotecteurs. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est validé. Et comme ça coûte relativement cher, nous ne préconisons pas cela, ou en tout cas, nous n'avons pas l'habitude de le faire dans notre contexte de pays à ressources limitées où les soins sont payés directement par la plupart des patients. Quand est-ce qu'il faut débuter la rééducation? C'est pas clair. Pour les AVC ischémiques, aux premiers instants, on peut débuter. Mais pour les AVC hémorragiques, nous, ce qu'on fait, c'est que lorsque la tension reste élevée, on évite de commencer la kinésithérapie. Je parle bien de la phase aiguë, parce que en ce moment-là, cela augmente le risque de récidive de l'AVC hémorragique. Donc, on attend que le patient soit stable. Un peu de bruit.
Voilà, merci. Donc, je disais que on attend que le patient soit plutôt stable. En règle générale, 7 jours, si la tension est normalisée, le patient est stable, on peut commencer, je parle bien des AVC hémorragiques. Mais dans les AVC ischémiques, dès les premiers instants, commence la kinésithérapie. Alors, comment pouvoir rattacher l'AVC à l'hypertension artérielle? On argumente sur un faisceau d'arguments, surtout chez les patients qui ne se connaissent pas. Quand il s'agit d'un AVC hémorragique, la localisation profonde de l'AVC, parce que l'hypertension artérielle agit sur les artères qui se situent en profondeur de l'encéphale. Et donc, quand l'hémorragie siège au niveau ou dans la zone profonde de l'encéphale, on pense beaucoup plus que c'est l'hypertension artérielle. Et deuxièmement, on va rechercher les autres signes de retentissement d'hypertension artérielle, par exemple le fond d'œil, l'HVG à l'électrocardiogramme et des fois un retentissement au niveau rénal. Et ce sont des arguments indirects pour dire que, ah oui, il y a eu une répercussion déjà de l'hypertension artérielle. Je crois que j'ai essayé de répondre aux questions qui ont été posées. S'il en reste, volontiers, je reprends la parole. Merci. Merci beaucoup, professeur. Et je vais demander humblement à tous ceux qui ont posé des questions dans la messagerie de bien vouloir lever la main. Docteur Aruna, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Enfin, je revenais pour demander, est-ce que dans les cas d'AVC hémorragique, on a souvent des cas d'engagement cérébral? Et si oui, quel type d'engagement on peut avoir? Merci. Merci, docteur. Il y a une autre question dans la messagerie, mais s'il vous plaît, merci de prendre la parole. Docteur Mohamed Lamine Condé, vous avez la parole. Merci de m'avoir donné la parole. Nous sommes le docteur Condé Mohamed Lamine, résident de neurologie à Conakry, Guinée. Nous tenons à remercier le professeur par rapport à sa brillante présentation. J'espère que vous me recevez. Parfait. Oui. Et j'ai des préoccupations. Mes préoccupations vont dans l'endroit de territoire vasculaire concernant les AVC ischémiques. Dans l'explication tout à l'heure du professeur, il disait que par rapport à la symptomatologie clinique, on pouvait penser à un AVC ischémique pour l'absence de l'imagerie. Bon, ma préoccupation est de savoir, avant, chez nous ici, nos maîtres nous disaient que si on a un malade suspect d'AVC avec un trouble de la vigilance d'emblée, avant les imageries en Guinée, ils pensaient systématiquement à un AVC hémorragique, vu les pressions artérielles élevées et les troubles de la vigilance. Et après, vu l'avancée, il se trouve aussi que les infarctus sylviens malins peuvent donner les troubles de la vigilance de façon brutale, que ce soit le premier symptôme que le malade pourrait présenter. Et il y a aussi la question d'infarctus cérébral multiple qui se pose dans le cadre des AVC ischémiques. Donc, et parfois aussi, on nous dit qu'il n'y a pas forcément de corrélation anatomo-clinique par rapport au territoire vasculaire et la symptomatologie clinique que le malade présente. Donc, je me pose la question de savoir est-ce que réellement on peut poser le diagnostic d'un AVC ischémique à l'absence d'imagerie. Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est par rapport à la place du taux d'acide urique élevé comme étant facteur de risque des AVC. Et la troisième, c'est la place des citicolines et du piracétam dans la prise en charge des AVC ischémiques. Est-ce que c'est d'actualité ou il y a des preuves scientifiques? Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Mohamed. Je vais demander à docteur D.M. Med de prendre la parole. Docteur Gloria a dit qu'elle est dans un environnement bruyant et elle demande pendant combien de temps maintenir sous traitement anti-agrégant paritaire après un AVC ischémique.
Il y a une dernière question. Docteur Mahamadou Awalou, vous avez la parole. Allô? D'accord, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. J'espère que vous me recevez. Oui, D'accord. Nous remercions notre cher maître pour cette brillante présentation. J'ai des préoccupations. La première préoccupation, c'était dans les étiologies. Au niveau de la partie artériosclérose, j'ai vu la déshydratation. Donc, je ne sais pas si le maître peut m'expliquer quelle est la relation AVC et déshydratation. Et la deuxième question, quelle serait la prise en charge d'un AVC ischémique associé à un hématome sous-dirant? Au cours de mes stages hospitaliers, nous avons eu un cas, malheureusement, le patient avait trépassé. Je suis Mahmoud Awoul, je suis doctorant en médecine à la faculté des sciences de Maradi, Niger. Merci beaucoup. merci, docteur. Docteur Konda, vous avez la parole. Je demande à docteur Boubacar Sissé de bien vouloir fermer son micro. Docteur Konda, la parole est à vous. Bonjour, moi c'est Dr Kanda, je suis en RDC. En fait, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la présentation du professeur, mais je vois, il y a des fois, nous sommes dans des zones où il n'y a pas de scanner, où nous avons des ressources limitées. Mais je me rappelle quand même depuis la faculté, quand on faisait bon, pas la faculté, mais pendant les stages, il y avait un score qu'on avait retenu, le score de serrurage, qu'on analysait, et ça a un tableau, bon, il y a plusieurs valeurs, et puis ça va donner un chiffre qui peut orienter soit un AVC hémorragique ou ischémique. Mais je voulais demander l'avis du maître si il a une expérience sur ces tests et quelle est sa spécificité par rapport au diagnostic de l'AVC dans des zones où il n'y a pas un scanner. Merci. Merci. Je pense qu'il y avait une question. Pendant combien de temps maintenu sous traitement anti-agrégant plaquettaire après un AVC ischémique? En cas d'AVC hémorragique avec un œdème cérébral, est-ce qu'il y a un intérêt d'introduire le mannitol? Je pense qu'il n'y a plus de mail levé. Professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Pascaline. Est-ce qu'il peut y avoir, docteur Roland, de savoir par rapport à la possibilité d'engagement dans les AVC hémorragiques? Oui, il y en a fréquemment. C'est justement, malheureusement, l'une des causes de décès par AVC hémorragique. Les engagements ça peut être les amygdaliens, ça peut être temporal, ça dépend de la zone de l'encéphale qui est concernée par l'AVC. Des fois, c'est des engagements sous-falcoréens. Donc, oui, on peut avoir des engagements. Et c'est plutôt fréquent. Docteur Mohamed de Conakry, alors, on est tout à fait d'accord. Hein. Je le répète, on n'a recours à ces astuces que si vraiment on est obligé de prendre des décisions et qu'on n'a pas l'imagerie cérébrale. On est totalement d'accord. On ne peut pas, juste sur la base de la clinique, dire que c'est un AVC ischémique ou c'est un AVC hémorragique. Je le répète, c'est l'imagerie cérébrale qui nous permet de faire cette distinction. Donc, il n'y a pas de polémique là-dessus. Pour l'hyperuricémie, c'est reconnu au jour d'aujourd'hui que c'est un facteur de risque cardiovasculaire indépendant. Par contre, n'est pas aussi énorme que celui de l'hypertension artérielle ou du diabète. Nous, systématiquement, on recherche cette hyperuricémie et on la corrige lorsque on en retrouve chez des patients qui ont déjà fait un événement vasculaire. Pour ce qui est de la place de l'acétylcholine du piracétam, bon, à ma connaissance, il n'y a pas de données validées sur leur intérêt dans la prise en charge.
de nos jours. Et donc, je l'ai dit, nous, on ne l'utilise pas, mais je sais que certains praticiens l'utilisent. La grande difficulté dans notre contexte, c'est qu'on on a des pratiques que malheureusement, nous n'avons pas les moyens d'évaluer. Sinon, sur le plan international, ce n'est pas du tout validé. Pendant combien de temps on maintient l'antiagrégant? C'est l'antiagrégant en cas d'AVC ischémique d'origine liée à l'artérosclérose. Le traitement, c'est à vie. C'est à vie. Oui, le mannitol, là aussi, ce n'est pas totalement validé. On le fait à défaut de n'avoir pas mieux. Mais dans notre pratique, dès qu'il y a un œdème, une hémorragie étendue, nous utilisons du mannitol. Quelle est la relation entre la déshydratation et les AVC, docteur Mahamadou? Oui, ce sont les AVC de mécanismes hémodynamiques et ça touche surtout des territoires qui sont jonctionnels, c'est-à-dire par exemple la rencontre entre l'artère cérébrale moyenne et l'artère cérébrale antérieure. Le fait qu'il y ait une déshydratation, ça veut dire qu'il y a une diminution de la volémie et donc une hypoperfusion, et qui dit hypoperfusion dit souffrance cérébrale, ce qui peut entraîner facilement donc un AVC ischémique. Quelle serait la prise en charge d'un AVC, je crois, associé, je ne sais plus si c'est ischémique ou je crois que c'est ischémique, associé à une hémorragie ou à un hématome sous-dural? Je ne peux pas donner une réponse figée là-dessus. Je dirais que ça dépend du contexte. Qu'est-ce qui est plus menaçant? Dans tous les cas, si l'attitude pour une des deux pathologies risque d'entraîner une aggravation pour la deuxième pathologie, il faudra peser le pour et le contre et prendre le risque. C'est par exemple le cas où vous avez une embolie pulmonaire et un AVC hémorragique à la phase aiguë. Vous vous posez la question, il faut y aller avec l'héparine ou pas? Il y a des risques d'aggravation de l'hémorragie. Eh bien, des fois, on va le faire en se disant que l'embolie pulmonaire est plutôt à risque fatal que l'hémorragie. Donc, tout dépend de la situation. Docteur Kanda, merci pour cette question concernant le test. Ce n'est pas un test que je connais personnellement, mais une fois encore, cela rejoint l'inquiétude du collègue de Guinée-Conakry, docteur Mohamed. C'est difficile. Tant qu'on n'a pas d'imagerie cérébrale, on ne peut pas. On ne peut pas faire le diagnostic avec certitude sur le type d'AVC. Mais malheureusement, bon, le patient, lui, il vient, on n'a pas les moyens, il faut prendre une décision. Donc, en fonction des éléments qu'on a, on va pencher beaucoup plus vers un type d'AVC et traiter comme tel. Je ne sais pas, Pascaline, s'il y a d'autres questions. Non, il n'y en a pas, genre, on n'est pas en attente non plus. Mais bon, je voulais aussi partager un truc. Chez nous, en réanimation, puisque je suis DS anesthésie réanimation, j'ai vu beaucoup de cas d'AVC avec inondation tétraventriculaire. Franchement, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de décès dus à l'AVC hémorragique par inondation tétraventriculaire. C'est vrai que dans les cas qu'on a reçus, à peine 1 à 2, j'ai vu vraiment s'en sortir, en tout cas quitter la réanimation pour la neurologie. L'autre chose également, c'est qu'on a pris l'habitude, ce que j'ai vu faire, d'utiliser le mannitol en cas d'œdème. Également, quand on constate chez le malade une anisocorie, on met généralement un peu. Je pense que vous l'aviez dit, c'est pas une recommandation forcément, mais je pense que c'est l'attitude thérapeutique. Peut-être que des études pourraient être faites pour voir vraiment l'efficacité de ces attitudes. Mais voilà ce que je voulais partager.
effectivement, les AVC, s'il n'y a pas de coma, ben, ça peut rester à l'UNV, mais une fois qu'il y a coma, coma, c'est réanimation. Ce n'est plus l'AVC même qui est un problème, mais c'est le coma qui va être problème. Donc, il faut avoir ça en tête. Et puis, j'ai pas bien compris quelle pratique, à quelle pratique tu faisais allusion par rapport Vous parlez du magnétone. Je pense que vous à aviez dit l'humanité. qu'on utilisait ça de façon pratique, mais c'est pas forcément. C'est Tout souvent à fait. quand on n'a pas mieux. Et voilà, c'est pas comme Voilà. forcément une recommandation, en fait, de ce que j'ai compris. En tout cas, merci beaucoup à vous pour cette belle communication et pour tout ce que vous avez partagé avec nous. Je vais rapidement, avant de pouvoir vous donner la parole une fois encore je pense qu'il y a une personne, Madame Joséphine Kaindo. Je pense, Madame Joséphine, vous avez levé la main. Madame Joséphine Kaindo, est-ce que Madame Joséphine m'entend? J'ai été déconnecté un moment. Oui, mais moi je Je vous suis là, reçois. je vous entends. Je vous entends, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Vous avez la parole. Vous avez levé la main. Merci beaucoup, bien qu'en retard, c'est ce que j'attendais parce que j'ai suivi plus ou moins, parce que je suis à l'hôpital, je ne sais pas suivre la totalité. Est-ce qu'il y a possibilité de nous envoyer l'enregistrement, comme ça on pourra suivre calmement quand on sera disponible? Il n'y a pas de souci. Je vais répondre à la question à la fin. Restez jusqu'à la fin. D'accord. Vous aurez la réponse à votre Oui, je question. suis là, bien que je suis à moitié, je suis à l'hôpital, donc, mais Mhm. je suis là. C'est Il ce n'y que a pas de souci. j'attendais la fin pour D'accord. te demander. Merci beaucoup. D'accord. Je vous en prie. Les enregistrements sont toujours disponibles sur une interface dont je vais vous parler tout à l'heure. Pour ça, il y a une dernière question. J'espère vraiment que c'est la toute dernière. Il y a une étude récente qui a conclu que le clopidogrel est préféré par rapport à l'aspégique en matière de prévention secondaire de l'AVC hémorragique avec un taux moindre de transformation hémorragique. Je pense que la personne voulait dire AVC ischémique. Tout à fait, je pense. Je pense que c'est beaucoup D'accord. plus un partage. Je vais rapidement donner la parole à Docteur Olivia. Je ne Si sais vous pas si elle permettez, est là, là. je vais Oui, professeur. juste pour le clopidogrel. Oui, il y a des études, OK. il y a une légère supériorité par rapport à l'aspirine, mais ça revient un peu plus cher. Et donc, nous, dans la pratique, chez le patient, par exemple, diabétique, c'est ça qu'on va préférer si les moyens le permettent par rapport à l'aspirine. D'accord. Merci beaucoup, professeur, pour cette information. Je vais rapidement donner la parole à Docteur Olivia. Docteur Olivia Rongon, vous êtes là. Oui, bonjour, docteur Pascaline. Merci beaucoup. Bonjour, je vous en prie. Je Bon, vais donner la parole à Docteur Olivia afin de rapidement nous rappeler un des services en cours de REMA, qui est le certificat en santé publique. Ensuite, je vais donner la parole au professeur pour son mot de fin. Et après cela, je vais annoncer le prochain webinaire de formation. Parler également de l'application où vous pouvez trouver et les cours et les enregistrements. Donc, docteur Olivia, si vous êtes prêt, vous avez 3 minutes. merci, docteur Pascaline. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bonjour, professeur. Merci beaucoup pour la clarté et la qualité de votre présentation. Et merci à l'auditoire pour son attention soutenue. Je suis Olivia Amangan, chargée de communication digitale auprès du réseau d'échange entre médecins d'Afrique, REMA. Et ce matin, je vais vous présenter le tout nouveau joyau de REMA, notre programme de certification en santé publique. Comme vous le savez tous, l'Afrique est de plus en plus confrontée à de nombreux défis en matière de santé et la résolution de ces défis passe absolument par la formation et la disponibilité d'experts qualifiés en santé publique, des experts qui sont conscients des réalités sanitaires de notre continent.
Alors, dans le but de répondre à cette nécessité, REMA, en collaboration avec un comité scientifique de rang mondial, met à votre disposition son tout nouveau programme de certification en santé publique. Vous me demanderez sans doute c'est quoi la particularité de ce programme ou qu'est-ce qui distingue ce programme de tous les programmes déjà existants. Et je vais solutionner rapidement cette question en vous présentant 3 éléments distinctifs de notre programme. Le premier élément, c'est l'accréditation. Il est important de souligner que toutes les certifications délivrées par REMA sont accréditées par l'Agence internationale américaine pour l'assurance qualité de l'enseignement supérieur, la QAHE. En effet, c'est l'une des instances internationales de vérification de la qualité et de la crédibilité des diplômes ou certificats qui sont délivrés par certaines universités ou certaines structures de formation, comme par exemple l'Université de Californie aux États-Unis d'Amérique. Deuxième élément distinctif de notre programme, c'est le comité scientifique. Il est essentiel de souligner que tous les programmes de certification de REMA sont assurés par un comité scientifique d'envergure mondiale. Et dans le cas d'espèce, dans le cadre de la formation scientifique, vous aurez affaire à des professeurs émérites provenant d'éminentes universités du Canada, de la France, du Maroc, du Sénégal, du Bénin et bien d'autres. Troisième et dernier élément distinctif de ce programme, c'est la flexibilité du programme. Je tiens à préciser que c'est un programme complet qui est composé de 3 modules couvrant respectivement les fondements en santé publique, les politiques et systèmes de santé, ainsi que la recherche en santé publique. Ces 3 modules seront délivrés en 70 heures de cours répartis sur 6 semaines. Toutefois, vous avez la possibilité de les suivre selon votre disponibilité, puisque ce seront des cours entièrement à distance, en ligne, que vous pourrez suivre en direct ou en différé. Toutes ces précautions, toutes ces conditions que REMA met à votre disposition, c'est pour vous permettre, au terme de cette formation, de pouvoir élaborer, de pouvoir conduire efficacement et de pouvoir même évaluer des projets et politiques en santé publique dans une perspective de santé globale et de développement durable. Donc, si comme moi, si comme nous, si comme REMA, vous aspirez véritablement à une Afrique où le système sanitaire se distingue considérablement par sa qualité, je vous invite à nous rejoindre pour faire partie de cette vague d'élite en santé publique. Mon collègue va laisser dans le chat le lien pour toutes les informations complémentaires relatives au programme, mais toutefois, je reste disponible pour toutes vos questions, préoccupations et suggestions. Merci pour votre attention. Docteur Pascaline, vous avez la parole. Merci beaucoup, Docteur Olivia, pour cette brillante présentation. Je vais rapidement laisser la parole au professeur afin de nous dire d'abord son mot de fin. Et si vous avez des questions par rapport à ce que ma collègue vient juste de présenter, je vous laisserai les poser. Professeur, Merci. sans vous retarder, je vous laisse la parole. Merci, Pascaline. Je tiens vraiment à vous remercier pour cette initiative et tout ce que vous faites d'ailleurs. Je remercie aussi ceux qui ont participé, toute la communauté donc. C'est simplement par ce cadre, ce genre de cadre que nous pouvons avancer. Nous avons tous une mission, c'est d'améliorer la de nos populations. Seule personne n'y arrivera. Donc, on est tout à fait disposé pour des échanges, vraiment des échanges pour améliorer les choses. J'espère vivement que ce genre d'occasion va perpétuer pour que, avec le peu de moyens dont nous disposons, nous arrivons à faire quelque chose. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous pour la spontanéité à vouloir partager ce que vous connaissez, pour la disponibilité également et pour la clarté de ce cours et de tout ce que vous avez su partager avec nous. En tout cas, nous n'allons certainement pas hésiter à revenir vers vous pour toute autre pathologie ayant rapport avec votre spécialité. Donc, merci infiniment et merci une fois encore. Je vous en prie.
Pour des questions relatives à ce que ma collègue vient de présenter, je vous prierai peut-être de lever la main et je vous donnerai la parole pour d'éventuelles préoccupations par rapport à sa présentation. Moi, je profite pour vous annoncer le prochain webinaire. Le prochain webinaire sera animé par une enseignante qui nous vient tout droit également du Togo, mais cette fois-ci de Kara. Et elle va nous parler des lombalgies, de la prise en charge des lombalgies. Ce sera le samedi prochain, samedi 14 octobre à 9h GMT. Et elle nous viendra de Kara. Donc, je vous prie d'être aussi nombreux, plus nombreux encore, pour venir suivre ce cours qui est vraiment d'une importance capitale dans notre prise en charge au quotidien des malades. Et pour répondre à la dernière question, celle de savoir comment faire pour avoir les enregistrements des cours de REMA, comment faire pour avoir la documentation que les profs nous mettent à disposition pour nous, pour vous. Il suffit de vous rendre sur notre interface REMA Learning. Learning comme apprentissage en anglais. Il suffit de taper REMA Learning. Mon collègue se chargera d'envoyer également la messagerie pour vous permettre de vous diriger directement vers ce site. Sur REMA Learning, vous avez la possibilité de consulter tous les cours que nous avions déjà fait en termes de webinaire. Donc, vous pourrez consulter tout ce qu'on a déjà fait comme cours. À chaque fois, vous aurez droit à l'enregistrement, mais également au cours, si le cours, bien sûr, est disponible, si l'enseignant l'a mis à disposition. Vous aurez également le cours. Et pour finir, vous pourrez également répondre à l'évaluation afin d'obtenir votre certification. Les certifications, en fait, il y a certaines certifications, vous allez voir, gratuites. Il y a d'autres certifications, pour les avoir, il faut des crédits. Et la question est de savoir, mais c'est quoi un crédit REMA? Un crédit REMA, justement, ce sont je dirais, c'est comme de l'énergie, voilà, que vous pourrez acquérir, soit en les achetant, soit en partageant avec des collègues. C'est justement, en fait, ce mobile-là qui vous permet de pouvoir acheter les choses au sein de la communauté REMA. Si je peux m'exprimer en ces termes. Et vous pouvez les gagner de plusieurs manières, soit en répondant à des questions que nous organisons sur nos réseaux sociaux tous les vendredis, soit par contre en partageant quelque chose avec les collègues, avec les confrères sur la plateforme, vous pouvez avoir droit à des crédits REMA. Soit si vous n'avez pas envie de faire tout ça, vous pouvez également les acheter. Et je pense qu'il y a actuellement une promotion pour avoir des 100% de bonus sur les premières recharges de crédit. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des préoccupations, des questions. Si oui, je vous laisse la parole. S'il n'y a pas de préoccupation, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Prenez surtout soin de vous et on se dit à samedi prochain. Docteur, excusez-moi, docteur Pascaline, Oui. Excusez-moi. Oui, 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 je suis Madame docteur Ingrid. Ingrid. Oui, Moi, j'avais une préoccupation par rapport à votre plateforme. Quand vous dites d'accord, je REMA vous écoute. Learning, c'est la même chose que REMA tout simplement? Parce que Non, moi, je suis sur l'application REMA. C'est pas la même chose, voilà. Je suis en sur fait, REMA et REMA, j'arrive pas à regarder les d'accord, cours. je vais essayer de vous Mhm. expliquer. Il y a l'interface REMA, c'est-à-dire le réseau même. Vous pouvez avoir ça Mhm. en allant sur Play Store ou App Store. C'est une application REMA, R-E-M-A. D'accord. Ça, c'est l'application. Donc, ça vous permet de réseauter entre collègues, de pouvoir discuter, de partager des cas cliniques, de pouvoir consulter notre base de recherche qui est disponible pour vous, de pouvoir écrire avec des collègues qui sont dans d'autres pays, de pouvoir même écrire avec un spécialiste, tout ce que vous voulez. Ça, c'est l'espace vraiment de discussion. C'est REMA, l'application. REMA D'accord. a également d'autres sites web. Nous avons par exemple REMA Learning, ça c'est pour rien que l'apprentissage. Et justement, REMA Learning, c'est cette application qui vous permet de voir tout ce qu'on a déjà fait comme webinaire depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui. 2022 jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous tapez sur Google REMA Learning. C'est une interface totalement à part, c'est un site web. Actuellement également, nous avons également REMA Job.
c'est également aussi une autre interface totalement à part qui vous permet d'avoir les meilleures offres en termes de santé, je dirais. Tout ce qui a rapport avec le domaine de la santé, tout ce qui est opportunité, ça vous permet de les avoir sur Emma Job. C'est aussi une autre interface web à part. Je ne sais pas si vous arrivez à faire la différence, Dr. D'accord. Ingrid. Si, maintenant je comprends. Mais je vais aller D'accord. sur Emma Learning pour voir. Ok, bon, maintenant j'avais une autre suggestion, si vous me permettez. Je vous le permets avec plaisir. Voilà, voilà, comme vous faites la formation de santé publique, pensez aussi à des formations paramédicales, comme par exemple le CG, EEG et autres. Ça va nous aider aussi. Il y en a qui seraient intéressés par ça. D'accord. Bien, Votre proposition a été bien enregistrée, mais il n'y a pas de souci. D'accord. Si vous aviez des propositions, il n'y a pas de souci. J'ai enregistré les propositions que vous venez d'envoyer. Mais également, si vous avez d'autres propositions, il suffira d'écrire à notre numéro WhatsApp, ou si vous voulez, de nous écrire dans tout ce qui est boîte réseau. Nous sommes disponibles sur D'accord, LinkedIn, ça marche. sur Twitter, sur Facebook. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi, docteur.